Voilà. Ok, parfait. Maintenant, je vais pouvoir admettre tout le monde. Non. Ok. Admettre tout. Admettre. Ok. Je vais mettre plein écran comme ça. On voit ce qui se passe. Ça, on voit ce qui se passe. Non, mais on ne voit pas les participants. J'ai besoin. Je n'ai pas d'écran. L'écran d'atelier ville. Option d'affichage. C'est pas... Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Alice Lemoine, administratrice des Semaines sociales de France, et je suis très heureuse de vous accueillir nombreux pour cet atelier autour de la ville désirable. Hier après-midi, pour l'ouverture de la session de cette année, nous avons entamé notre réflexion sur comment rêver l'avenir en prenant en compte les données du présent. Certains d'entre vous ont sans doute écouté les conférences d'hier avec des personnes engagées, des jeunes, des philosophes, des écrivains, des poètes, des experts qui ont apporté leur éclairage pour nous aider à réfléchir. Ce matin, nous poursuivons l'exercice avec un expert et 3 témoins qui chacun vont nous apporter leur éclairage et leur expérience autour de la fabrique de la ville et d'une ville plus humaine. Je suis accompagnée de Manon Wettstein, qui est animatrice technique pour cet atelier et qui va donc gérer tous les aspects techniques, et j'en suis ravie parce que c'est plus facile quand on est deux à gérer l'ensemble. Notre expert que vous allez entendre en vidéo s'appelle Jean-Louis Subilo. Il est urbaniste, il est Grand Prix d'urbanisme en 2001, il est cofondateur d'une fabrique de la ville. Tout ça sera présenté en détail au début de son intervention. Et nous aurons ensuite 3 témoins qui, pendant une dizaine de minutes chacun, vont nous apporter 3 éclairages différents autour des enjeux de la ville d'aujourd'hui et de demain. Donc, je vais les présenter très brièvement. Agnès Braud, d'abord, qui est autrice de plusieurs ouvrages, notamment à la recherche d'Edmond Michelet, mais aussi un ouvrage sur Giorgio Lapira, un mystique en politique. C'est une grande figure, un maire qui a été maire de Florence, une grande figure politique italienne qui pourra nous inspirer dans nos réflexions. Ensuite, Marion Ova, qui est urbaniste dans la région bordelaise, elle nous parlera pendant une dizaine de minutes d'un projet innovant qui l'occupe à temps plein autour de l'association d'habitants à la rénovation d'un quartier. Et ensuite, Athanas Périfan, qui est fondateur de la Fête des voisins et de l'association Voisins solidaires et qui nous parlera de l'intuition qu'il a eue au départ, la manière dont il a fonder son association et puis tout ce qui en découle derrière d'initiatives citoyennes. Et ensuite, nous vous proposerons tous ensemble des temps en petits groupes. Fort des témoignages que vous aurez entendus, vous allez pouvoir rêver, exprimer vos rêves pour demain et formuler des propositions. Je rappelle, le thème de la session, c'est « Osons rêver l'avenir ». Donc, voilà, on est là ce matin pour formuler des rêves, pour rêver ensemble. Donc, l'atelier de ce matin qui va nous occuper ensemble jusqu'à environ 12h30, il est découpé en 3 temps.
un temps d'écoute des expertises et des témoignages qui nous occupera la première heure. Ensuite, un temps de partage de rêves et d'élaboration de propositions. Et enfin, un temps de priorisation de ces propositions et un temps de synthèse. Voilà. Et ce qu'on attend de cet atelier, pour vous qui y participez, c'est de pouvoir exprimer vos aspirations, oser rêver en grand, oser être créatif dans vos rêves. C'est un exercice qu'on ne s'autorise pas très souvent à faire, mais précisément, cet espace y est dédié. Et puis pour nous, les Semaines sociales de France, c'est de récupérer aussi vos rêves qui pourraient être des supports de discussion, notamment avec nos élus locaux et avec les équipes de candidats à la présidentielle, puisque nous sommes dans une année qui va être dense sur ce plan-là. Alors, un dernier point dans mon introduction, nous aurions besoin d'animateurs en sous-groupe. Certains ont déjà donné leur accord. Les sous-groupes n'excéderont pas 12 personnes pour favoriser le débat, la discussion, le dialogue. Une notice très détaillée, évidemment, vous sera proposée à celles et ceux qui accepteront de mener la discussion ou de coordonner la discussion. Voilà, donc sans plus tarder, je vous souhaite un bon atelier et nous allons démarrer donc par un temps de partage d'expertise avec Jean-Louis Subilo. Donc c'est une vidéo qui a été enregistrée, qui va être déployée pour une vingtaine de minutes. Et ensuite, nous aurons nos témoins qui interviendront, eux, en direct et qui sont déjà connectés. Voilà, merci à toutes et à tous et à tout de suite. Oui, je me permets juste avant de vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les poser. Et pour le moment, on vous laisse les micros coupés, mais vous pourrez évidemment les allumer pendant les sous-groupes. Voilà, le petit point technique. Bonne vidéo. Jean-Louis Subilo, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'expert pour cet atelier La Ville désirable. Donc, vous êtes urbaniste à la tête de l'agence La Fabrique de la Ville. Et au cours de votre longue carrière, vous avez contribué à des projets variés au sein d'une mission de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme de l'État, puis l'édification de l'esplanade de la Défense, Euralille, de la Grande Arche, pardon, Euralille. Aujourd'hui, le village olympique à la Plaine-Saint-Denis, mais également des projets sur les bords de Loire, à Saint-Nazaire. Et vous avez œuvré à la fois dans des territoires favorisés ou en difficulté, comme au sein du bassin minier du Pas-de-Calais ou en Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, vous êtes lauréat du Grand Prix de l'urbanisme en 2001. Donc, nous sommes sur un atelier qui s'appelle La Ville désirable, dans le cadre d'une session qui s'appelle Osons rêver l'avenir. Et vous, Jean-Louis Subilo, quelle est la ville dont vous rêvez? Alors, je pense bien sûr qu'il faut avoir des utopies, mais rêver la ville n'est probablement pas la meilleure méthode pour les participants des semaines sociales de France, me semble-t-il. Et je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un concept de ville idéal, je dirais pourquoi je m'en méfie, pour se mettre en mouvement. Et je pense que vous cherchez surtout à vous mettre en mouvement pour une ville plus juste, plus solidaire. Je pars de ce principe. Alors, si vous voulez, on a tous une image mentale de la ville. Bon, quand vous m'avez posé la question, alors évidemment, je vois, si vous voulez, la Jérusalem céleste. Bon, alors vous voyez des tapisseries d'Apocalypse Angers. Alors c'est soit la Jérusalem céleste, soit c'est Babel. C'est d'ailleurs les deux, et c'est toujours des villes circonscrites. Ou alors c'est la confusion des langues qui pourrait amener à la métropolisation, mondialisation. Donc tout ça, si vous voulez, sont des choses qu'on a en nous. La ville est largement une image mentale. C'est d'ailleurs, ça peut être intéressant pour les participants à une table ronde de se demander quelle est mon image mentale de la ville. Mais il faut savoir s'en détacher, je pense, et de manière à vraiment se poser le problème de manière, j'allais dire, évidemment volontariste, mais aussi réaliste, quoi. La nostalgie de la ville première que j'évoquais là,
Je pense pas qu'elle soit, il y a on dit la cabane chez l'architecte, ou de la ville bien circonscrite, qui est en train de revenir aujourd'hui dans une période où on va lutter contre la déterritorialisation, l'anonymat, et en faveur de concepts de villes plus proches, mais où on oublie beaucoup l'altérité et le lointain. Alors je pense qu'il faut vraiment envisager d'avoir moins d'utopie de la ville que de bâtir des scénarios souhaitables, des scénarios du possible, de voir les contradictions et c'est très important de regarder les choses bien en face. Alors, qu'est-ce que le phénomène de la ville aujourd'hui? La ville, elle est caractérisée, me semble-t-il, comme le territoire dans son ensemble, par deux éléments. D'abord, il y a une pluralité de situations. Et je pense que dans vos tables rondes, il faut d'abord prendre conscience du contexte et de la pluralité des situations économiques, sociales, environnementales, culturelles, historiques, de l'endroit où l'on est et d'où l'on parle. Et deuxièmement, c'est la complexité. Et la complexité des systèmes aujourd'hui, des phénomènes urbains et territoriaux, elle est croissante. Donc, si vous voulez, vraiment, j'avais noté là une idée ancienne de Tocqueville, une idée fausse mais claire aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. Et ça, c'est un des problèmes de la ville. Il ne faut pas croire à celui qui vient dire « je vais régler le problème de la ville, de votre environnement ». Surtout qu'on va y venir maintenant, il y a des défis considérables dans un mandat ou dans deux mandats. Et donc, c'est très important de bien regarder les choses en face et, j'allais dire, de ne pas se payer de mots et pas succomber au marketing des idées, au marketing urbain. Alors, quels sont les défis, justement? Vous parlez de défis à venir, les nouveaux défis peut-être? Oui, écoutez, vous savez, les défis, il y a des défis anciens, mais qui s'accroissent beaucoup dans la période contemporaine. Je parle de la ville européenne ici, parce que si on parlait de la ville dans le monde, de la ville asiatique, de la ville en Afrique, de l'Ego, ce serait autre chose. Mais enfin, parlons de la ville sur laquelle on agit directement, nous, de la ville européenne. Il y a des défis très anciens, c'est notamment tous les défis qui tiennent à la croissance des inégalités territoriales, qui vraiment s'est accélérée de manière considérable dans les années récentes. Et il y a des défis qui, en un sens, ne sont pas nouveaux, mais dont on prend conscience aujourd'hui, c'est le défi, tous les défis climatiques, tous les défis environnementaux qui vont avoir un impact considérable sur la ville. Et puis, il y a aussi un défi, je pense, plus caché, dont on parle moins, mais qui est celui de la numérisation de la ville, la numérisation des territoires. Alors, si je prends les uns après les autres, la question de la croissance des inégalités. Alors, on a vu les gilets jaunes, on a vu les ronds-points, mais on parle beaucoup aujourd'hui de territoires oubliés, mais si vous voulez, au-delà de ça, il y a une inégalité croissante à l'intérieur même des métropoles. Si on prend la métropole parisienne, l'inégalité a été considérablement accrue dans les dernières années, ne serait-ce que parce que dans un département difficile sur lequel j'ai beaucoup travaillé, comme la Seine-Saint-Denis, si on prend plein de communes, des communes comme Stein, des communes comme Aubervilliers, la croissance de la population est très forte et on a un habitant sur deux à Aubervilliers, par exemple, qui est sous le seuil de pauvreté. Ces villes ont à construire, du fait de la croissance de la population, 2-3% par an, parfois 1, 2, 3 équipements scolaires. La plupart des enfants sont issus de familles qui souvent, comme il y a un partage où on ne parle pas vraiment le français. Bon, tout ceci, on est à côté de Paris. L'immobilier coûte 3 fois plus cher à Paris que de l'autre côté de la frontière, et le taux de pauvreté est 2 fois plus grand dans les Hauts-de-Seine. Quel est le système mis en place pour
faire des péréquations et avoir une solidarité, même à cette échelle. Il n'existe pas. Très franchement, il n'existe pas. Et je pense que c'est un des points majeurs. Alors, je parle ici de la situation parisienne, mais on pourrait parler d'autres cités. J'ai travaillé beaucoup sur le bassin minier, comme vous dites. 543 cités minières, 70 000 logements miniers, plus de 55 000 sont des passoires techniques thermiques intégrales. Bon, la population de ces cités, progressivement, les mineurs étant partis, les ayants droit étant partis, devient une population extrêmement pauvre. Il y a 40 ou 50% de non diplômés. Donc, il y a une accumulation de ces problèmes dans beaucoup de territoires ou de quartiers à l'intérieur des métropoles, qui vraiment est un problème préoccupant parce que c'est malgré tout une séparation de la société en deux. Bon, on n'a pas le temps d'aller beaucoup plus loin, je crois, mais vraiment, aujourd'hui, ce problème s'accroît, sans parler du défi migratoire et de l'importance de la population migrante. Quand on arrive d'Afrique, on a un papier avec un nom, généralement, dans les mêmes territoires. Donc, il y a très peu de solidarité entre les uns et les autres. Et franchement, ça doit être un élément majeur de réflexion, me semble-t-il, des semaines sociales de France. Le deuxième défi, bon, est climatique. Il est très fort. Alors, on l'a vu beaucoup plus tard. Aujourd'hui, toutes les villes se disent en transition, on va être en transition écologique, mais on est loin du but. C'est très bien cette prise de conscience, mais on est extrêmement loin du but. Et alors, défi climatique, la montée des eaux. Je travaille sur une métropole comme Nantes-Saint-Nazaire. Il est sûr que la montée des eaux de l'océan par rapport à l'estuaire de la Loire, par rapport aux activités qui sont en bord de quai, aux habitations, est énorme. Donc, on commence à prendre conscience de ça, à travailler là-dessus, sur la raréfaction de la ressource en eau, etc. Donc, c'est vraiment des travaux essentiels de l'urbanisme d'aujourd'hui. Ça suppose de voir loin et de voir à grande échelle. Je reviendrai tout à l'heure, on peut pas s'enfermer. La ville décarbonée, c'est un chantier qui est dans beaucoup de villes en cours. Paris réfléchit à son PLU, on travaille pour voir comment décarboner les constructions, mais comment on peut décarboner, comment on peut avoir aussi dans des métropoles des mobilités moins carbonées. Des villes comme Grenoble, par exemple, met en place des conventions citoyennes, c'est dans plusieurs endroits en France, où on va fixer un budget carbone on va dire, ben voilà le budget carbone de la ville en 2030, en 2050. Comment on y arrive? Qu'est-ce qu'on choisit? Parce que là, on est dans les vrais débats, on n'est pas dans des débats simplistes, on est dans des débats, si vous voulez, où il y a vraiment des objectifs contracteurs. Il faut choisir, par exemple, sur la mobilité, on va moins carboner, enfin, vous voyez, sur la densité, il y a des choix. Il y a vraiment des choix. Toute personne qui tient un discours simpliste sur toutes ces questions urbaines, ou simplement un discours esthétique, ou un discours vraiment tape à côté, je pense. Et alors, je n'ai pas parlé du défi de la ville numérique, mais ça fait peur, si vous voulez, parce que c'est lié à l'organisation économique, la production de la ville, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Car aujourd'hui, il y a quand même un risque important, enfin, il faut que les citoyens le maîtrisent, que les grandes sociétés de services deviennent des prestataires des villes, que la ville soit sous-traitée, enfin, la gestion de la ville soit sous-traitée à ces grands prestataires. Et par rapport au fait du mode de vie en ville, puisqu'on voit bien qu'il y a aussi un questionnement, on l'a vu avec la pandémie, est-ce que vous percevez ce qu'attendent finalement les gens de la ville? Alors, ça a changé aussi, j'imagine. Ça a beaucoup changé. Alors, je pense pas, là encore, qu'on puisse parler de manière unique, quoi. Enfin, tout dépend si on est dans une ville à structure traditionnelle, si on est dans le centre, si on est dans une première couronne, dans une deuxième couronne. Tout dépend du système de transport dont on dispose. Vous voyez, bon. Et là encore, mais il y a une tendance dominante. Il y a une tendance dominante aujourd'hui qui est une tendance de retour à la proximité.
qui correspond aussi à une tendance d'ailleurs politique de municipalisme exacerbé, si vous voulez. Alors, c'est comme souvent, hein, ces tendances, elles naissent d'abord dans les centres des grandes métropoles. Bon. Et il y a notamment ce concept de la ville du quart d'heure qui fait florès aujourd'hui. Le concept alors, la ville du quart d'heure, c'est un concept lancé par un chercheur franco-colombien, je crois, et Moreno, qui dit voilà que la ville idéale, on va tout faire pour que dans la ville, dans le quart d'heure, on ait à la fois tous les services, on dispose de tous les services, on a si possible son emploi, et voilà, on est même on produise, enfin, le plus possible, son autoconsommation, etc. Je pousse un peu, mais il y a cette idée. Et cette idée de la ville de la proximité domine. Même dans le bassin minier, j'allais à une convention sur l'éco-transition avec des citoyens qui étaient là, on était dans des tables, et les gens dessinaient dans leur ville, ils disaient « Ah mais là, l'équipement, il est trop loin », parce qu'il était à 200 mètres, l'équipement du centre de la ville, ou de là où est l'arrêt de bus, ou de là où est la maison où sont les anciens. Et je disais, mais sans voir que le bassin minier, il fait 80 km de long, qu'il y a des densités de faiblesse extrêmes, et que donc ça n'était pas la réponse. C'est une réponse particulière. Alors, la ville du quart d'heure, si vous êtes dans Paris, c'est d'ailleurs une politique que la ville de Paris dit vous voulez faire la ville du quart d'heure. Mais la femme de ménage ou l'homme qui vient le matin ramasser les poubelles, il met 2 heures à venir ou 1 heure à venir. Alors vous pouvez avoir votre ville de quart d'heure de l'entre-soi, mais ça n'a pas de sens. Métropole, ça n'a pas de sens, notamment pour un des grands problèmes qui est à débattre, je pense, qui est l'habitat, l'équilibre habitat-emploi, c'est-à-dire travailler près de chez soi. Travailler près de chez soi, se consommer ce qu'on a produit à proximité. Bon, travailler près de chez soi, c'est un idéal, et encore pas absolu, mais il y a généralement 2 postes dans un couple, davantage avec les enfants. Aujourd'hui, les postes changent beaucoup, et donc, en réalité, petit à petit, chaque famille arbitre autant qu'elle peut en fonction de ses moyens, du coût de l'immobilier, et en tous les cas, pas pour travailler immédiatement près de chez soi, où toute la famille ne peut pas être près de chez soi. Donc, c'est un concept qui peut être intéressant à travailler pour tout ce qui concerne la proximité, les équipements de proximité, améliorer les rues, avoir des rues paisibles, planter ses cours. Bien sûr, tout ça, c'est des actions importantes. Mais je voudrais attirer l'attention sur la nécessité de sortir de l'entre-soi, de penser à une échelle qui est celle qui réellement influe sur l'organisation d'ensemble. Alors du coup, pour passer à l'action, on voit bien que vous dites il faut accepter d'avoir la complexité des choses. Oui. Et donc, comment est-ce qu'on peut passer à l'action? Alors nous, à notre niveau, j'imagine que c'est aussi en exprimant des choses par rapport aux élus, peut-être, et aussi que le citoyen doit pas vouloir tout et son contraire. Enfin, comment est-ce que vous voyez les choses pour réussir à progresser et pas avoir le sentiment de subir la ville, mais d'en être partie prenante. Oui. Écoutez, d'abord, je pense que il faut essayer de s'informer. C'est difficile. C'est difficile, mais je pense que dans un groupe, si un groupe est varié, déjà, ne serait-ce que par le contexte de vie de chacun, il va y avoir un échange. Hein. Je sais plus, si vous voulez, on apprend beaucoup des autres sur la manière dont est la ville. Il faut accepter, ça c'est un premier point. Deuxièmement, faut travailler collectivement.
vous le faites. Et puis, il faut être conscient que la production de la ville est compliquée, qu'elle est largement économique, qu'elle ne dépend pas totalement, évidemment, des élus. Mais enfin, il faut interpeller les élus. Enfin, on est d'abord citoyen, donc je pense que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Et il faut interpeller les élus et les interpeller sur la nécessité d'une coopération avec les autres et d'une organisation, parce que la solidarité, si vous voulez, se vit. Les chrétiens connaissent ça auprès des proches, mais elle demande quand même une organisation générale. C'est pas vrai qu'elle va se faire par une accumulation de petits actes ou de petites solidarités. Non, et on le voit bien avec l'exemple de l'Île-de-France que je citais tout à l'heure. Tant qu'il n'y aura pas une organisation en fait métropolitaine, régionale, s'occupant de la question de l'habitat, comme elle s'occupe des transports, mais de la question de l'habitat, de la localisation des emplois, etc., et de la question environnementale, qui n'a pas une frontière communale, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne pourra pas fonctionner, et on poursuivra cette fracture du territoire, du tissu social métropolitain qui existe. Et ce sera la même chose à l'échelle territoriale. Donc vraiment, je pense qu'il faut l'urbanisme, l'aménagement, la ville, c'est une question d'abord politique, véritablement. Bien sûr, c'est la manière dont chacun le vit est la meilleure, mais c'est une question politique, c'est un choix entre des contradictions, jusqu'où mettons la solidarité, et il y a un choix extrêmement difficile, comme on l'a vu, parce que le choix pour avoir une ville qui réponde aux défis climatiques pour le choix sur les mobilités, les moyens de mobilité, est un choix très sur les types de production qu'on va favoriser, est un choix très difficile. Donc il faut le poser, je pense, très franchement, et on s'aperçoit dans les débats municipaux, quand il y a des élections municipales, régionales, départementales, qu'il ne l'est pas. J'allais dire que d'abord, on cherche à avoir une carte des acteurs, une carte réaliste des acteurs qui interviennent sur la ville. C'est quand même étonnant de voir des élus qui, dans les campagnes électorales, vont prétendre régler un problème qui ne dépend absolument pas d'eux. Je ne sais pas quoi, la sécurité dans les transports ou les mobilités, et qui ne dépend pas de leur périmètre. Le territoire, c'est quelque chose sur lequel on fait société parce qu'il y a une souveraineté. Et cette souveraineté, elle suppose des frontières. C'est-à-dire, je crois pas aujourd'hui, il y a une tendance dans nos métiers de gens qui disent mais non, il faut pas de périmètre, il faut des coopérations à géométrie variable parce que les problèmes ne se posent pas à la même échelle, etc. Ça, je crois pas à ça, si vous voulez. Je crois vraiment que on revient à la cité ancienne, cité céleste qu'il y a un périmètre, parce que c'est le périmètre de la souveraineté sur lequel le citoyen peut s'exprimer et où il y a un défi démocratique. Très bien, écoutez, merci. Le défi démocratique est grand. Oui. Je pense que ça donnera de quoi réfléchir à toutes les personnes qui vous auront écouté. Merci beaucoup pour votre intervention, votre expertise. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite de bons travaux. Je serais curieux d'en connaître des conclusions. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Chers participants à l'atelier, la première intervention de notre expert qui, je l'espère, vous aura donné du grain à moudre et des pistes pour réfléchir tous ensemble. Et je suis donc très heureuse de passer la parole à Agnès Brault qui va nous parler de la figure de Giorgio Lapira. Et je dois dire à titre personnel, je suis d'autant plus heureuse qu'il y a quelques mois, un de mes amis avait de façon tout à fait imprévue, m'avait prêté ce livre sur Giorgio Lapira que je ne connaissais pas, que j'ai donc lu avec curiosité, sans connaître. Et vraiment, ça a été très éclairant pour moi, cette figure, ce témoignage. Et donc, je suis très heureuse de lui passer la parole pour 10 minutes. Alors, Agnès, est-ce que vous êtes… Je suis là. Eh ben, c'est formidable. Très bien. Merci beaucoup de votre présence parmi nous ce matin. Et donc, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes.
Merci beaucoup. Donc, je vais parler de Giorgio Lapira, très peu connu, comme vous venez de le dire, en France. Et puis son discours et sa vision par rapport à la ville. Il a été maire de Florence dans les années entre 50 et 75 à peu près, à 3 reprises. Et il a théorisé un certain nombre de choses sur la ville. Alors, qui était Giorgio Lapira? C'est un Sicilien qui est né en 1904, tout à fait au sud de la Sicile. Je vous la fais courte. Il est né dans un milieu extrêmement pauvre et complètement déchristianisé, plutôt franc-maçon d'ailleurs. Il a eu une conversion quand il avait à peu près 20 ans. Il était alors à Messine. Il a fait des études de droit. Il est devenu professeur de droit romain. Et il est arrivé à Florence un petit peu par hasard en 1924 en suivant son professeur de droit de Messine qui avait eu un poste à Florence. Et quand il est arrivé à Florence, Lapira a été absolument ébloui, et ça c'est très important dans sa vision de la ville, il a été ébloui par la beauté de Florence. Et cette beauté de Florence l'a inspiré pour sa politique. Car Lapira a eu dans sa politique, il est un des pères de la constituante italienne aussi, il a été aussi secrétaire d'État au logement, important, et il a été aussi député. Et il a toujours été inspiré, surtout dans sa politique de la ville et sa recherche de la paix, par la beauté de sa ville de Florence. Donc quand il est arrivé là en 1926, il a tout de suite été inspiré. Lapira n'est pas entré en politique tout de suite, bien sûr. Il était professeur de droit à l'université de Florence, mais il est devenu très vite intégré dans les groupes chrétiens, dans l'action sociale chrétienne, dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul, dans la jeunesse chrétienne. Il est rentré en politique par la résistance. Il était antifasciste. Il était très proche des Dominicains de Florence, puisqu'il a même vécu pendant plusieurs années dans une cellule du couvent de Saint-Marc, bien connu. Et donc, Lapira est entré en politique par la résistance, par le biais d'une revue dominicaine dans laquelle il écrivait contre le fascisme, contre le nazisme. Il a été obligé de se réfugier à Rome, et c'est juste quand il est rentré à la fin de la guerre de Rome que Lapira a été poussé en politique énormément par l'archevêque de Florence, qui était son grand ami et avec qui il avait des grandes discussions. Donc voilà, Lapira arrive en 1944 à Florence. Il est élu député à la Constituante et son premier mandat municipal date de 1951. Lapira est élu à Florence, qui était une ville complètement à gauche. Il est élu sous l'étiquette démocratie chrétienne, même si lui n'a jamais eu sa carte de démocratie chrétienne, puisqu'il disait que la seule carte qu'il voulait avoir était sa carte de baptême, son certificat de baptême. Il ne faut jamais oublier, parce que quand je vais un peu parler de Lapira, il ne faut jamais oublier que Lapira était sicilien, donc italien, et donc parfois certaines choses qu'il nous dit nous paraissent un peu, en tout cas à moi, me paraissaient un peu décalées, un peu étranges, mais il faut se remettre dans le contexte et de l'époque, il est mort en 1977, et de l'Italie, où la vie politique, comme on le sait, n'est pas tout à fait la même que chez nous. Donc, Lapira a été maire à 3 reprises de Florence. Il s'est fait remarquer par son mode de vie, déjà, ça c'est très important. C'était essentiellement Lapira, un homme de prière en fait. Et quand il était maire de Florence, toute sa vie était orientée autour de la prière. Donc il disait toujours, alors il commençait toujours sa journée par la messe, et après il recevait les pauvres. Donc sa vie était vraiment orientée par sa foi, par sa prière. Et tout ce qu'il a fait dans sa ville de Florence, et Dieu sait s'il a fait des choses très concrètes, elles ne l'ont été que inspirées par sa prière et par son souci des pauvres. Je vais y revenir. Donc Lapira, maire de Florence à partir de 1951, et à 3 reprises. Il est mort en 1977 et il est enterré à Florence, et il a été déclaré vénérable par le pape
François, qui est en fait extrêmement proche de lui. Quand on lit la Pyrrha, quand on lit le pape François, on voit tout de suite la parenté qui est évidente, ne serait-ce que par l'amour des pauvres, la fraternité, etc. Donc, ce Pyrrha présenté rapidement, qui était quelqu'un de très brillant, qui était un petit homme tout à fait excité, qui parlait très très bien français, qui était d'une grande culture, d'une grande intelligence, mais qui a été extrêmement attaqué par, y compris certains dans l'Église, en disant que c'était un fou furieux. Et en fait, oui, c'était un fou furieux, c'est ce qu'il disait, c'était un fou de Dieu, en fait. Donc, en tant qu'homme politique, Pyrrha a eu beaucoup d'influence, puisque je vous disais qu'il avait été père constitutionnel de l'Italie en 1947. Alors, pour en revenir à sa politique de la ville, il a eu, pour Florence, 2 obsessions. Il avait l'obsession des pauvres, Pyrrha, et il avait l'obsession de la paix. Et toute sa politique à Florence était basée là-dessus. Donc, en fait, il a très vite été appelé le maire des pauvres. Lui-même était très pauvre. Pyrrha est un maire qui n'avait pas d'argent. Il était toujours en même temps professeur à l'université et il avait ses émoluments de maire, mais il distribuait tout. Pyrrha distribuait absolument tout. Il n'avait rien à lui. Il a vécu dans la cellule à Saint-Marc. Il a vécu dans une chambre de clinique et pour finir, il a vécu dans une chambre d'étudiants, dans un foyer d'étudiants. Et ses émoluments de maire, il les donnait aux pauvres. Son salaire de professeur d'université, il le donnait aux pauvres. Donc, Pyrrha a choisi la pauvreté, il a choisi les pauvres, mais il a aussi choisi la pauvreté pour lui-même. Et déjà, en cela, il passait pour un type très bizarre. C'est vraiment le terme, hein. Il n'avait rien à se mettre sur le dos. Quand il est mort, il n'avait même pas de cravate, il n'avait rien dans son appartement, enfin dans sa chambre plus exactement. Il n'avait jamais de par-dessus parce qu'il le donnait au premier clochard qu'il voyait, etc. Donc tout le monde trouvait que c'était quelqu'un de très bizarre, mais en même temps, en Italie, il était connu comme quelqu'un de saint. Et donc on se disait, bon, Pyrrha est quelqu'un de bizarre, mais on va le laisser faire un peu ses folies. Mais à Florence, ces folies ont quand même beaucoup profité à la ville parce que il voulait créer du lien entre les pauvres, entre les riches, en donnant toujours la priorité aux pauvres. Et tous les matins, il disait que quand il se levait, quand il était maire, il avait en tête 2 choses. Dieu qui lui disait, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il disait, Seigneur, que dois-je faire pour faire ta volonté aujourd'hui? Et après, il se mettait au travail. Et il a créé dans sa ville de Florence, en 1934, ce qu'il a appelé la messe des pauvres, qui n'était pas une messe pour les pauvres, mais qui était la messe des pauvres, où il n'y avait pas que des pauvres, mais elle était organisée par eux, pour eux, et lui était extrêmement heureux dans cette messe des pauvres qui rayonnait sur toute la ville, en fait. Donc, il a essentiellement axé sa politique de la ville sur l'action sociale, sur l'action humaine. C'était un thomiste et il aimait beaucoup Maritain, Giorgio Pyrrha. Donc pour lui, vraiment, l'important dans la ville, c'est la personne humaine. Et il disait, toute ma politique à Florence est centrée sur l'homme. Et tout le monde disait qu'il était vraiment bizarre parce qu'en fait, il disait, mon budget, je le fais non pas par rapport à l'argent que j'ai, dont je peux disposer, mais par rapport aux besoins. Alors, je regarde ce dont les pauvres ont besoin et je fais mon budget après. Voilà. Donc, qu'a-t-il fait à Florence? Concrètement, beaucoup, beaucoup de choses, mais toujours inspiré par ce souci de la dignité de la personne humaine. Alors, il s'est beaucoup battu pour l'emploi, notamment. Il y avait plusieurs reprises des entreprises qui ont menacé de fermer à Florence. Il s'est battu pour qu'elles ne ferment pas. Il a réussi. Et il était très, très aussi, comment dire, très soucieux du logement. Et on sait qu'après-guerre, en Italie, c'était très compliqué.
à Florence, à Florence et encore plus, pardon. Donc, il a créé des logements. Il a créé un quartier nouveau à Florence qui s'appelle l'Isolotto en 1954, qui était censé être une petite ville où, comme on disait tout à l'heure, la ville du quart d'heure, c'était exactement ça, où tous les gens avaient tout à portée de main. Il a aussi créé un quartier de petites maisons pour les gens qui n'avaient plus du tout d'habitat. Et il a fait quelque chose qui lui a valu beaucoup d'inimitié, c'est qu'il y avait vraiment très peu de logements. Il y avait beaucoup de gens à la rue à Florence dans les années 50 et il a décidé de réquisitionner les maisons de campagne qui se trouvent sur les collines au-dessus de Florence, des riches florentins. Et donc, il a réquisitionné et il y a installé lui-même des pauvres, ce qui a semé une grande zizanie, évidemment. Mais finalement, comme il était professeur de droit, il avait trouvé la parade et il avait trouvé un vieux décret et les pauvres ont pu s'installer dans les villas pour un temps donné, hein, bien sûr. C'est pour vous dire que Lapira avait une politique tout à fait, on va dire, ambitieuse pour sa ville, mais toujours basée sur les pauvres. Et sa deuxième obsession, à part les pauvres, c'était la paix. Et là aussi, c'est important. La ville de Florence, quand il y est arrivé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a été d'ailleurs appelé Lapira constructeur de paix, il a eu beaucoup de surnoms. Quand il est arrivé à Florence en 1924 et qu'il a été ébloui par la beauté de la ville, il s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose de cette beauté, de cette harmonie. Et il a réfléchi et il a pensé et il a écrit que, en fait, pour lui, la ville de Florence, mais toutes les villes en général, en fait, étaient comme des personnes humaines. Il disait, une ville, ce n'est pas un amas de pierres. Il le disait aux pauvres quand il a construit leur quartier de l'Isolotto. Il leur a dit, voilà, ce quartier de l'Isolotto, vous devez l'habiter, vous devez lui donner une âme. Une ville, ce n'est pas seulement une maison, des gens à côté les uns des autres, etc., qui soient à proximité, etc. Non, une ville, pour lui, pour Lapira, c'est vraiment, il le dit d'ailleurs, les villes ont une vie propre. Elles ont un être mystérieux et profond. Elles ont une âme et elles ne sont pas d'occasionnels tas de pierres. Elles sont de mystérieuses habitations des hommes et encore d'une certaine manière de mystérieuses demeures de Dieu. Donc, pour Lapira, une ville est une création de Dieu, bien sûr, elle a une âme et ce qui est important, c'est que l'harmonie de la ville doit conduire à la paix. C'est-à-dire que l'harmonie, comme Florence, d'une ville, doit conduire au contraire du désordre, au contraire de la bagarre. L'harmonie qu'il y a dans une ville doit conduire à l'harmonie entre les personnes qui habitent cette ville et aussi à l'harmonie entre les villes elles-mêmes et entre les peuples. Bon, c'est peut-être un peu utopique, mais en tout cas, c'était son idée. L'idée de Lapira étant, on est tous frères. Donc, les villes sont toutes des villes qui sont sœurs. Il a même expliqué dans un discours à la Croix-Rouge que les États, que la guerre ne pouvait pas atteindre les villes, parce que les villes ne sont pas que des tas de pierres, encore une fois, mais que les villes sont des personnes. Et qu'à partir du moment où la ville est une personne, on lui doit la vie. Alors, il savait très bien que tout ce qu'il disait était parfaitement du domaine de l'utopie, mais il n'arrêtait pas de répéter que c'était un peu comme un filet qui jetait et il espérait, sinon beaucoup de poissons, en tout cas quelques-uns à récupérer, la pêche miraculeuse. Et il disait aussi beaucoup, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Donc, en tout cas, il a toujours voulu semer ces idées de villes fraternelles, de villes harmonieuses et de villes facteurs de paix dans le monde entier. Et ces idées de paix, grâce à la paix entre les villes, j'ouvre une parenthèse, il a été président des villes jumelées, qu'il appelait d'ailleurs lui-même, non pas la Fédération des villes jumelées, mais des villes unies, avec toujours cette idée qu'on unit les villes pour unir le monde. Donc, voilà qui était Lapira. C'est beaucoup trop rapide de ce que je vous ai dit. Il a fait 1000 autres choses. Il a beaucoup voyagé, toujours dans cette optique de la paix qui vient
par les pauvres, par l'amour des pauvres et par l'harmonie, par l'entente entre les villes. Et donc Lapira est mort en 1977. Et juste une conclusion que j'emprunte à comment s'appelle-t-il, à Albert Camara, qui disait « Lapira fut un homme limpide, il disait ce qu'il faisait ce qu'il disait ». Lapira était un contemplatif et il a toujours abordé sa vie politique, qui a été très concrète, en homme de prière et en contemplatif, ce qui est quand même hors norme. Voilà. Merci infiniment. On aurait pu vous écouter des heures, effectivement, parce que cette figure de Lapira, qui pour moi a été une révélation, et je l'espère pour vous tous aussi, c'est une figure lumineuse et très inspirante. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous la faire découvrir. Et je n'ai aucune action chez Desclés de Brouwer, mais je recommande vivement à celles et ceux qui souhaitent poursuivre cette découverte de Lapira, le livre donc d'Agnès Braud, Giorgio Lapira, un mystique en politique. Ça se lit très très bien, c'est très inspirant et c'est très éclairant justement. Ça va, j'espère en tout cas vous donner du grain à moudre pour les temps d'échange que vous allez avoir ensuite les uns les autres. Donc merci infiniment Agnès Braud de votre présence ce matin et de votre présentation. Alors voilà, des gens nous disent déjà l'intervention d'Agnès Braud est trop courte. Alors voilà, les formats de l'atelier étaient ainsi conçus, mais effectivement on pourra d'une manière ou d'une autre trouver les manières de prolonger ces découvertes de cette figure qui effectivement est complètement dans, on va dire, les clous des semaines sociales. Hein. C'est vraiment, Oui. pour nous, on est complètement dans les figures qui nous inspirent. Voilà, donc merci beaucoup. Et alors, on va prolonger sous un autre angle ces enjeux autour de la ville désirable. Je vais donner la parole à Marion Ova, qui est architecte urbaniste, doctorante aujourd'hui à l'école doctorale en architecture et qui mène un travail autour de la conception de projets de logement collectifs innovants. Voilà, Marion, c'est à toi pour une dizaine de minutes. Tu vas nous partager aussi des images voilà, pour nous aider à rentrer dans la démarche que tu mènes. Je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Okay. Bonjour à tous. Merci Alice pour l'invitation et je voudrais remercier Agnès Braud pour la présentation qu'elle vient de nous faire de Giorgio Lapira, qui me parle beaucoup en tant qu'architecte. Quand vous dites notamment la politique, c'est d'abord la personne humaine, ou quand vous dites les villes ne sont pas d'occasionnels tas de pierres, mais c'est des personnes. Pour moi, ça me parle énormément parce que j'essaie de travailler comme ça. Alors, je vais en particulier vous parler d'un projet sur lequel je travaille à Bordeaux, à côté de Bordeaux, dans le cadre de mon travail de praticienne, d'architecte. Et je vais vous montrer du coup des images de ce projet. Alors, partage d'écran. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez les images ? Oui, nous, on les voit. Ok, très bien. Alors, donc, quand on parle de ville désirable, pour moi, j'ai envie de vous dire que c'est d'abord une question de regard, un regard sur la ville qui existe déjà et sur le déjà là. Donc, je voudrais vous parler en particulier de regards qu'on peut porter sur les habitats qu'on considère, ou que les experts considèrent comme cumulant des difficultés, ou la ville pauvre, comme vous parliez, comme vous disiez, Agnès Braud tout à l'heure, et inviter à changer de regard, nous, en tant que concepteurs, en tant qu'architectes ou urbanistes, sur des lieux comme ça. J'invite à regarder ces lieux-là autrement, à partir de leurs ressources et de leurs capacités, en portant une attention aux détails, aux personnes qui y vivent, aux relations de solidarité, aux éléments que le temps a construits. Donc, je voudrais vous parler de ce quartier qui s'appelle le quartier de Beutre à Mérignac, sur lequel je travaille depuis 2019. Et je commence d'abord par montrer ce quartier par cette série de portraits qui sont les portraits des habitants. C'est une ancienne cité d'urgence qui a été construite dans les années 60
une cité de transit pour travailleurs migrants qui n'a pas été démolie. Les gens habitent toujours là, des solidarités sont extrêmement fortes et c'est un cas exceptionnel dans le logement social en France parce que pendant 50 ans, les gens de ce quartier ont été relégués par le bailleur social, par toutes les institutions sociales. C'est une espèce de poche quasiment autogérée sur l'agglomération. Et en fait, donc de face, depuis l'extérieur, l'architecture est assez répétitive. On est sur des cités de transit, quoi, cités d'urgence des années 60. Mais quand on regarde derrière, quand on passe à l'intérieur des maisons et quand on regarde précisément l'existant, on se rend compte que les habitants ont tout transformé par eux-mêmes. Et il y a une force dans ce quartier-là d'action et de transformation que les habitants ont réalisé. Donc, vous voyez, les maisons sont devenues toutes différentes. On a des jardins d'hiver, on a des jardins potagers, on a des piscines creusées. Les architectures sont devenues toutes singulières alors qu'elles ont été conçues comme des produits standards et low cost dans les années 60. On a des choses très très belles. On a même des animaux, donc comme ce sanglier de compagnie. Sur cette image, vous voyez en noir, c'est l'architecture qui a été conçue au départ, et en rouge, c'est toutes les transformations que les habitants ont fait. Donc, on a souvent des maisons au fond du jardin, et je voulais vous montrer cette image parce qu'à gauche, c'est l'architecture qui a été conçue dans les années 60. Et à droite, c'est une deuxième maison que les gens ont construite. Et donc, les gens ont fait de l'architecture, les gens ont produit leur lieu de vie. Et si on regarde en plan, vous voyez à gauche la maison existante et à droite la maison construite, et les gens vivent sur les deux maisons. Donc, je vous passe les détails, mais on arrive à des architectures qui sont complètement organiques, complètement vernaculaires. Je vous passe les détails parce que c'est un peu complexe. On étudie le quartier à partir des liens humains qui existent et des forces en présence. On fait des cartographies des liens entre les maisons. On a des familles qui sont réparties sur plusieurs maisons et des organisations en place qui sont très valables. Donc nous, en tant qu'architectes, on arrive en 2019 sur ces terrains en prenant en compte cette réalité et on travaille comme ça, c'est-à-dire on est au milieu du quartier, on occupe la maison que vous voyez derrière, la maison 53 rue des Étourneaux, qui est notre lieu de travail, et on travaille au milieu du quartier avec les familles. On fait un travail de cas par cas, maison après maison, où on écoute les besoins qui sont extrêmement différents et on apporte des projets d'architecture qui sont singuliers maison après maison. Je vous montre aussi, en plus de ce travail de l'intérieur, on fait aussi en extérieur, notamment des jardins. On donne des services aux habitants, les gens nous donnent des rôles qui nous dépassent un petit peu. On fait venir des experts, notamment ce monsieur-là qui est Jean-Marie Lespinasse, qui est un expert des variétés de pommiers, et on les fait venir sur place. On fait venir des experts, donc par exemple Claude Bourguignon, qui est donc un analyste des sols vivants. On fait des conférences dans la rue ou sur la place. On organise des cercles de parole pour les femmes du quartier. On fait venir des étudiants des écoles d'architecture dans notre maison pour parler des manières processuelles avec lesquelles on travaille. On a aussi monté un chapiteau au centre du quartier qui nous permet, en association avec un collectif d'artistes, de tenir des lieux des réunions publiques, mais aussi qui est un lieu d'événement à disposition, une structure événementielle à disposition des habitants. On fait des fêtes. Et on essaye de réunir tout le monde autour d'un projet commun. On travaille aussi la question du paysage à partir des ressources existantes. On a une serre avec Jean-Baptiste qui est notre paysagiste et jardinier. Et donc on travaille comme ça, voilà. C'est ce qui nous anime, parce qu'effectivement, on pense que l'architecture n'est pas qu'un simple tas de pierres, mais que c'est d'abord les personnes et la manière de transformer. Alors, pour aller plus loin, notre agence, donc
ce projet est réalisé dans le cadre d'un projet d'agence qui est la mienne. L'agence s'appelle Christophe Hutin Architecture à Bordeaux. Et nous avons été commissaires d'exposition pour la 17e Biennale d'architecture à Venise cette année. Et nous avons invité des habitants sur place. Donc là, la personne qui prend le micro au centre de l'image s'appelle Djilali Defali, c'est un habitant du quartier, de la cité, et qui raconte les organisations familiales et solidaires du quartier. À sa droite, Joël Zask, une philosophe. Plus loin, Christopher Dell, un philosophe allemand spécialiste de l'improvisation en ville et dans le développement des villes. Et donc, on a réuni à Venise donc une délégation d'habitants et aussi une délégation d'experts avec qui on travaille. Donc, je vous l'ai dit, philosophes, on a aussi anthropologues, médecins, de médecine transculturelle. On essaye de réunir, de constituer un réseau de pensée autour des projets que l'on mène. Je voulais aussi vous montrer ces images qui sont un autre projet qu'on a réalisé à Bordeaux en collaboration avec les architectes Lacaton et Vassal, pour vous dire qu'on travaille donc sur tout type d'habitat, que ce soit les petites maisons que vous avez vues dans le quartier de Beutre, ou alors les grands ensembles de bâtiments sociaux, comme les bars de ce projet-là, qui est le projet de transformation des bâtiments GHI du Grand Parc à Bordeaux. Donc, pour vous dire que quand on parle d'architecture, on parle d'abord des personnes et de la manière dont ils vivent. On parle de l'intérieur des bâtiments et non de l'extérieur. Et cette image, pour vous montrer qu'on dans les bâtiments, dans les grands bâtiments, mais dans tous les habitats, chaque personne vit de manière différente et transforme son habitat d'une manière ou d'une autre. Et donc, partir de l'intérieur des logements, en tant qu'architecte ou en tant qu'urbaniste, c'est aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus traiter les habitats de l'extérieur et considérer vaguement et approximativement qu'ils sont de piètre qualité. Il faut se rentrer à l'intérieur et être précis dans notre travail. C'est pour ça qu'on fait ces séries de photographies pour montrer la diversité, l'hétérogénéité et la puissance des gens à habiter leur architecture. Et donc, on travaille à partir de l'existant et on le transforme sans le démolir. On agrandit, on ajoute, on déploie les dynamiques existantes et on garde tout le monde. On garde tout le monde sur place. Et on se retrouve avec donc des architectures qui sont habitées du coup de façon très spontanée, très libre et du coup avec une forme de beauté dans le déploiement des possibilités humaines. Je vous montre, donc ça, ce sont les jardins d'hiver qui ont été construits du coup en extérieur, en ajout sur la façade principale. Voilà, donc c'était pour vous dire que l'architecture, c'est d'abord la personne, hein, c'est clair, et qu'il faut penser aux personnes qui y vivent à l'intérieur en même temps que penser à la capacité d'un bâtiment. Et donc, on ne peut plus considérer qu'il faut démolir des bâtiments ou des habitats, mais on peut les transformer, et à partir du moment où on les regarde précisément et avec attention et délicatesse. Donc, pour conclure cette présentation, je voulais vous dire que la transformation architecturale aujourd'hui est un impensé des politiques publiques. On pense démolition-reconstruction ou on pense réhabilitation technique ou en termes d'isolation ou en termes juste énergétiques. On ne pense jamais à la transformation des habitats et je pense que c'est l'avenir de notre métier, c'est de savoir que maintenant, il faut penser à partir des ressources, à partir des existants et que c'est une vision très positive de voir la ville du futur. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Marion pour ta présentation très concrète aussi, parce que voilà, on rentre dans le concret d'un exemple que tu nous as permis de mieux comprendre, que tu as mis avec lesquels tu nous as aidé à prendre un peu de la hauteur et en même temps à rentrer dans le vif de qu'est-ce que peut être une ville
dans laquelle on prend vraiment le temps d'associer les habitants et effectivement une ville dans laquelle on ne fait pas que démolir, reconstruire sans prendre en compte les personnes qui vivent dans un ensemble. Donc, merci beaucoup. En plus, avec toutes les images que tu nous as montrées, c'est très parlant. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Et je vais donner maintenant la parole à Athanas Périfan, qui, peut-être certains d'entre vous le connaissent, notamment au travers de la fête des voisins, hein, qui probablement un certain nombre d'entre vous ont déjà vécu des fêtes des voisins. Athanas Périfan, qui est aussi le fondateur de l'association Voisins Solidaires et qui est par ailleurs élu dans le 17e arrondissement de Paris et qui va du coup pouvoir nous donner aussi son angle, sa vision sur voilà, la ville désirable au travers peut-être des solidarités humaines et des initiatives de proximité. Alors Athanas, c'est à toi pour une dizaine de minutes. Merci. Merci Nathalie pour ton invitation. Bonjour à tous. En fait, tout a été déjà dit de manière formidable par Marion et Agnès. Donc, en fait, j'ai quasiment plus rien à dire. Ça va vous faire gagner du temps. Plus sérieusement, quand je me suis levé ce matin, je me suis dit qu'est-ce que c'est que la ville désirable? Et j'ai souri. Et deux idées m'ont traversé la tête. Un, désirable, ce mot ville désirable, ça me fait penser à l'Ancien Testament, ma bien-aimée, la Jérusalem terrestre, etc. Et la deuxième chose qui m'a fait sourire, c'est que j'ai pensé, souvenez-vous, cette série qu'on regardait quand on était plus jeune, La petite maison dans la prairie, où en fait, dans cette ville, tout le monde saluait tout le monde, des hommes, en fait, chaque fois qu'ils croisaient une femme, sortaient leur chapeau. Et je me suis dit que cette ville désirable, en fait, c'est bien ça. C'est pas les pierres, on l'a déjà dit. C'est l'autre, c'est la relation, c'est comment est-ce qu'on peut rentrer en relation. C'est pas la ville qui est désirable, c'est la vie qui est désirable en réalité. C'est l'autre qui est désirable, ou plutôt, je devrais dire, plutôt aimable. Et lorsque je pense à ce que peut être une ville désirable, en réalité, c'est une ville dans laquelle on rentre en relation avec les autres. Je trouve qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs de nos sociétés hyper consuméristes, c'est bien la relation à l'autre. On voit tous les jours qu'il y a une difficulté, parfois une souffrance relationnelle, pas simplement chez les personnes âgées, on peut être seul à 95 ans, mais on peut être seul aussi à 25 ans en gagnant plein d'argent, on peut être seul dans son couple, on peut être seul entouré par plein d'amis sur Facebook. Et l'idée, c'est de se dire, mais comment est-ce que je peux recréer la relation? Ça, c'est important et je pense que vraiment, c'est le cœur. Je vais vous faire une confidence. Lorsque je me déplace, vous savez, on roule sur la route et souvent, quand on rentre dans une ville, on voit à l'entrée de la ville le nom de la ville sur le panneau et en dessous, ville fleurie, village fleuri, 3 étoiles. Et j'ai envie d'aller voir le maire en lui disant, écoutez, les fleurs, c'est super, mais la ville, elle n'est pas désirable parce qu'elle est fleurie. Voilà, je préférerais qu'on ait un panneau ville solidaire où les gens rentrent en relation et s'entraident. Platon avait une belle phrase et dans les témoignages précédents, Marion et Agnès nous l'ont dit, on parlait souvent des pierres. Platon disait, ce ne sont pas les pierres mais les hommes qui font la force des remparts. Et j'ai envie de dire, en fait, ce qui fait qu'une ville est désirable, c'est pas la qualité simplement du bâti, c'est pas les immeubles à haute qualité environnementale, c'est pas les fleurs, c'est pas, voilà, c'est avant tout les êtres humains et on l'oublie un peu souvent. Et l'âme d'une ville, on l'a aussi dit, l'âme d'une ville, c'est ces êtres humains. Et je pense que cette ville désirable, c'est une ville d'abord dans laquelle on a un projet à partager tous ensemble. Soit on est tous chez soi, et un jour, ça sera peut-être ça, je caricature, on va tous télétravailler chez soi, on ne sortira plus, on se fera livrer les courses sur carrefour.fr, on va tout faire de chez soi, et on ne sera plus en relation, et ça sera une ville qui ne sera vraiment pas désirable. Et j'ai envie de vous dire, en fait, finalement, la ville désirable, est-ce qu'on n'est pas dedans? Mais oui, on la construit tous les jours. Et la deuxième chose qui est importante, je regarde le temps qui passe, j'ai envie de vous dire, en fait, en réalité, comment on peut la construire, cette ville désirable? Parce que sinon, on va tous repartir heureux d'avoir échangé, partagé. Et j'avais envie qu'on réfléchisse ensemble et donner quelques clés pour agir. La fête des voisins, vous la connaissez, je pense. Hein, c'est le jour où, en fait, on se retrouve tous autour d'un verre, de paquets de chips, entre voisins. La fête des voisins, elle est partie, voilà, petitement. 20 ans après, elle a fait le tour de la planète. 50 pays dans le monde, 10 millions de participants en France. Et c'est plutôt réjouissant, parce que ça n'a rien de très intellectuel. Et c'est de se dire que, voilà, dès qu'on fait une petite proposition aux gens, eh ben les gens, ils ont besoin de ça. Donc moi, je vous y invite tous. Prochaine fête des voisins, c'est le 20 mai, vendredi 20 mai. Je vous donnerai tout le matériel, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez démarrer ce sujet-là. Et surtout, la fête des voisins, moi, je ne suis pas Jack Lang, hein, il a bien mieux créé que moi la fête de la musique, mais je ne suis pas créateur d'événements. L'idée de se dire, la fête des voisins, c'est la première étape. C'est le catalyseur de centaines de milliers de situations d'entraide. Et ça qui est intéressant, et on a créé, comme le dit Alice tout à l'heure, une association qui s'appelle Voisins Solidaires. Voisins Solidaires, c'est comment toute l'année, on peut s'entraider entre voisins. Je suis sûr que tous qui nous écoutez là, vous êtes tous déjà des voisins solidaires. Mais comment tous ceux qui n'y arrivent pas, qui, pour 1000 raisons, parce qu'ils ne savent pas comment faire, par pudeur, par peur de l'autre peut-être, n'arrivent pas à rentrer en relation,
faut qu'on donne en fait des outils. Et Voisins Solidaires, c'est un programme avec une trentaine d'actions et on en inventera plein d'autres tous ensemble. L'été des voisins, quand on part en vacances, comment on s'organise, la rentrée des voisins pour les jeunes familles qui ont tous les mêmes problèmes avec les enfants au même moment, un voisin malade, plein de sujets qui sont des sujets extrêmement simples et en fait qui ne sont que des prétextes pour rentrer en relation. Et si vous voulez, je vais peut-être vous montrer un petit document, je vais partager mon écran avec des kits. On avait fait des petits kits en fait qui facilitent la vie au quotidien. Donc ces petits kits, je ne sais pas si vous voyez un petit peu mon écran. Voilà, le kit, il est une petite affiche. On l'a lancé au mois de mars 2020, souvenez-vous. Le Covid est là, on commence à confiner tout le monde. C'était du confinement dur, hein, on sortait plus de chez soi, point de chez soi. Et ce kit, c'était la petite affiche qu'on met dans le lotissement dans le hall. Qui peut promener mon chien? Pouvez-vous aller à la pharmacie pour moi? Des choses extrêmement simples. Il était constitué de l'affiche qu'on met dans le lotissement dans le hall. Ici, un petit tract. Cher voisin, c'est le Covid. Bon, on pourrait peut-être s'organiser. Je m'appelle François, j'habite le 2e étage. Voilà mon numéro de téléphone. Appelez-moi si vous voulez qu'on s'entraide. Un petit panneau des voisins extrêmement simple. Là encore, rien de très intellectuel. Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis plutôt dans la pratique. Le panneau où on écrivait au-dessus « J'ai besoin de », en dessous « Je suis prêt à ». L'annuaire des voisins qu'on a chez soi, c'est quand même 10 fois plus simple quand on veut s'entraider entre voisins d'avoir un numéro de téléphone ou un email. Et ensuite, quelques petites consignes. Ce kit a été téléchargé 1 million de fois. Là encore, je passe, mais il y a eu un vrai impact. Il a été diffusé par les départements, par les mairies. Il y a eu une réunion avec 4 ministres qui avaient tellement rien à dire ce jour-là que du coup, ça m'a permis de prendre la parole et de présenter le kit. Et ensuite, il y a eu un impact médiatique fort. Pourquoi je parle de l'impact médiatique? Pas parce qu'effectivement, on est content de passer à la télé, mais simplement parce qu'aujourd'hui, les médias sont en fait une caisse de résonance et qu'il faut rassurer. Si je viens frapper à la porte d'Alice ou de quelqu'un d'autre, mesdames, en vous disant « Bonjour, je suis votre nouveau voisin du 3e, je suis un voisin solidaire, filez-moi votre 06 et voilà le mien, appelez-moi avec un petit clin d'œil ». Qu'est-ce qu'elle va se dire, Alice? « Oh là là, mais lui, il est en train de me brancher, et puis en plus, il a une tête de pervers ». Elle va s'enfermer à double tour et elle va appeler la police. Je caricature et je force le trait. L'autre jour, une dame âgée dans un petit village de l'île d'Oléron, pas dans une grande ville, fait tomber son sac de course. Comme tout le monde, je me baisse pour le ramasser et là, j'entends une voix stridente qui crie « Au secours, mon sac à main !» Vous imaginez, voilà. Et je pense que la défiance est en train de miner la relation à l'autre. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que les choses qui soient naturelles, s'entraider, s'aimer, se rendre service, deviennent plus naturelles. Je terminerai parce que je vois que l'heure passe et je ne voudrais pas vous mettre trop en retard, sur une proposition. Notre dernière action, vous verrez sur Voisins Solidaires, sur le site de Voisins Solidaires, il y a plein de kits. La prochaine action est un Noël des voisins. Noël, fête magnifique, mais fête qui est en réalité très fermée. C'est une fête qui est en famille. Entre tous ceux qui n'ont pas de famille et ceux dans lesquels ça se passe tellement mal la vie de famille, ils n'ont pas envie de faire la fête entre eux, il y a un peu beaucoup de monde. Donc comment, au moment de Noël, on peut partager un petit moment à Noël? On est tous habitués à organiser dans une paroisse, dans une mairie, un repas pour les personnes âgées, c'est très bien. Mais comment chacun, là où il habite, sur son lieu d'habitation, va avoir un petit geste au moment de Noël? Si on n'est pas là parce qu'on est en famille, on le fait la veille, le lendemain. Des petits gestes simples. Et vous verrez, vous pourrez télécharger sur le site www.voisinsolidaires.fr, tout au pluriel, ce petit kit avec des idées. Tiens, on peut faire un petit cadeau à 2 € chacun dans le lotissement, dans l'immeuble. Plein de choses extrêmement simples. Et enfin, et je crois que ça c'est important, donc je redemande votre attention une petite seconde, on voit bien que la crise du Covid a suscité des gisements de générosité chez les gens. Vous vous souvenez, mois de mars dernier, on était aux fenêtres, on applaudissait, on faisait des masses, des surblouses, c'était super. La réalité, c'est que 4 mois après, souvenez-vous, il fallait sauver les vacances, donc on est tous repartis en déconfinement et ça s'est un petit peu calmé. Comment on relance tous ensemble, et moi j'ai besoin de vous tous là qui êtes ici, comment on relance cet élan de solidarité qu'on a connu et qui nous a enchantés au mois de mars 2020? Eh bien l'idée va être la suivante. L'idée va être la suivante, on lance un petit outil très simple qui s'appelle l'heure civique. L'heure comme une heure, de la montre, le temps civique. Comment chaque habitant dans sa ville, là où il est, donne 1 heure par mois pour une action d'entraide et de solidarité. On parlait de recréer du lien, il faut des prétextes, voilà. 1 heure par mois, entre nous, tout le monde peut le faire. C'est comme quand un SDF vous demande un ticket resto, vous pouvez dire « Oh, 8 € c'est un peu cher », quand il vous demande 1 centime, vous allez lui donner. Donc 1 heure par mois, tout le monde peut le faire, ça c'est important. Et l'idée va être, il y a multi actions, chacun inventera les gestes solidaires qui lui conviennent. Ça peut être d'aller à la mairie pour dire je suis prêt à aider à nettoyer le cimetière 1 heure par mois de temps en temps, je suis prêt, plein d'actions collectives, soit des actions individuelles auprès des habitants. Et si le sujet vous intéresse,
Alice, si je peux me le permettre, je vous donne, sortez vos numéros de portable, sortez vos téléphones portables si vous voulez bien, sortez vos téléphones portables. Je vais vous donner mon numéro de portable personnel qui est ici, le 06 20 63 34 10. Peut-être qu'on pourra le remettre dans le chat. 06 20 63 34 10. Soyez sympa. C'est ce que je vous ai dit. Vous n'avez pas paru intelligent. Je n'ai pas changé d'intelligence. Vous n'avez pas paru brillant. Je suis incapable d'être brillant. Mais si ça vous a touché un peu le cœur et les tripes et que vous avez envie de rendre votre ville et votre vie plus désirable, je sais que vous tous, vous donnez largement plus d'1 heure par mois, mais vous pourrez en parler autour de vous. Envoyez-moi un petit SMS. Voilà. Je serais content qu'on garde le contact. Vous savez, c'est risqué ce que je fais là. Parce que si mon téléphone ne sonne pas du tout, ça veut dire que je ne suis pas désirable du tout. Et ça, c'est terrible. Et comme dans la vie, pour être heureux, on a tous besoin d'aimer, d'être aimé, de se sentir utile. Envoyez-moi tous votre numéro de portable. Et croyez-moi, on va changer le monde tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Athanase. Alors, merci d'avoir pris le risque de partager ton 06. Mais ici, il n'y a que des gens bienveillants. Donc, il n'y aura évidemment aucun problème. Alors, voilà, merci infiniment à nos 4 intervenants qui, vous l'avez vu, chacun dans un angle différent avec une expertise autour de certains concepts de la ville, puis une figure historique et inspirante, puis un projet très concret de rénovation architecturale et enfin un projet autour des liens humains entre voisins. Tous ces 4 intervenants nous auront, je l'espère, vraiment donné des billes pour réfléchir ensemble. Donc, merci beaucoup, là encore, à nos 4 intervenants, chacun avec un angle différent. Et ce qu'on va vous proposer maintenant, alors vous allez voir, la technique va suivre, c'est formidable, Manon est aux commandes et elle va faire ça très bien. Ce qu'on va vous proposer maintenant pour les 2 heures qui nous restent, c'est de vous mettre en sous-groupe. Donc, il va y avoir des salles de discussion virtuelles qui vont être créées. Vous êtes aujourd'hui une 60aine de participants connectés, sachant que sur une connexion, il y a parfois plusieurs personnes, hein, on les a vus. Il y a même carrément un groupe à la salle Saint-Cloud, par exemple, qui est connecté sur un écran, mais où vous êtes plusieurs. On vous a repéré, on vous salue. Donc, on va créer des sous-groupes avec, peut-être tu peux mettre le détail de comment ça va marcher le sous-groupe. Voilà, avec le déroulé des sous-groupes qui s'affichent. On va vous proposer plusieurs temps. Le premier temps, un temps de présentation et un temps où vous allez pouvoir exprimer votre rêve aujourd'hui pour vous et pour le monde. Et ça, c'est un temps on vous propose une 15aine de minutes pendant lesquelles, donc chaque groupe étant composé d'une 10aine de personnes, vous allez pouvoir vous présenter, exprimer un rêve. Ensuite, 2e tour de table pour une 15aine de minutes encore. Quel est mon rêve par rapport à la thématique de l'atelier? Est-ce que j'avais le même rêve à 25 ans? Voilà, on évolue dans notre vie. On peut avoir des rêves plus jeunes et toujours des rêves, mais qui sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui. Pouvoir, là encore, exprimer vos rêves, notamment par rapport à la thématique de la ville désirable. Ensuite, on vous proposera 10 propositions pour débattre. Vous allez pouvoir vous exprimer quelles sont les 3 phrases les plus importantes pour vous parmi les 10 propositions. Puis, on vous proposera de faire une pause d'une 15aine de minutes parce que tout ça est assez dense. Voilà, vous pourrez faire une petite pause. Et ensuite, à l'issue de cette pause, donc on sera autour, je pense, de 11h15, 11h30, on vous proposera un débat avec un tour de table sur les phrases les plus importantes. Et vous pourrez en proposer d'autres. Alors, pour cela, il y a un outil très simple qu'on appelle un Framapad. C'est comme un... Je sais pas comment on dit, un écran virtuel. Enfin, c'est ça, ça va être une sorte de document Word. Une sorte de document Word, mais qui va être rempli en direct et visible par tous, donc très simple d'utilisation. Et donc, si vous avez d'autres propositions que les 10 proposées, vous pouvez en ajouter. Ensuite, par rapport au rêve que vous avez formulé, eh bien, vous serez invité à dire « Ok, je rêve de telle chose et pour ça, je suis prêt à telle chose. » Puisque l'idée, c'est évidemment d'avoir des pistes d'action individuelles et collectives. Donc, on va vous inviter à vous impliquer. Voilà, j'ai tel rêve, qu'est-ce que je suis prêt à faire ?
Vous aurez ensuite quelques minutes pour faire une rédaction individuelle de votre rêve et ensuite, on partagera tout cela ensemble. Ah oui, à la Salle Saint-Cloud, vous êtes 13. C'est formidable et effectivement, vous pourrez à vous-même constituer un groupe. On s'en réjouit. Voilà un peu le déroulé. Donc, nous avons déjà quelques personnes qui se sont proposées pour être animateurs de sous-groupes. Il nous en manque un peu. Ce qu'on vous propose, c'est dans les sous-groupes que Manon a constitués, voilà, que telle ou telle personne se porte volontaire et puisse du coup animer ces débats. Tout le déroulé, là encore, est précisé. Et pour ce qui nous concerne, Manon et moi, du coup, nous passerons dans les passerons virtuellement, passerons virtuellement dans les sous-groupes, s'assurer que tout va bien. Si toutefois il y a des problématiques techniques ou autres, n'hésitez pas à nous les faire savoir dans le chat et puis on se rend disponible tout de suite. Voilà, est-ce que j'ai été assez claire? Oui, je trouve. Et donc, je vais vous mettre dans le chat le lien vers le Framapad. Donc, oui, quand vous allez dans 1 minute être affecté à vos groupes, après vos présentations, voilà, s'il n'y a pas d'animateur ou d'animatrice de sous-groupe, comme disait Alice, que quelqu'un se désigne, ou alors, par exemple, la personne la plus jeune peut être l'animatrice ou l'animateur du sous-groupe. Je vous mets le lien ici, comme ça, tout le monde a le lien du Framapad. Tu peux peut-être l'ouvrir dans l'écran pour que tout le monde voit à quoi ça ressemble. Voilà. Alors... On va vous montrer à quoi ça ressemble. C'est là encore, comme on le disait, assez simple, mais comme ça, chacun va pouvoir voir techniquement. L'idéal étant que ce soit seulement l'animateur ou l'animatrice du groupe qui fasse qui aille écrire dans le Framapad. Alors, je vous partage pour vous montrer à quoi ressemblera. J'espère que tout le monde voit. Voilà le Framapad. Les questions à débattre, ici, qui sont donc en vert. Vous aurez des couleurs différentes par sous-groupe. Vous pourrez écrire le numéro, si vous voulez, vous pouvez écrire juste le numéro de votre sous-groupe, le sous-groupe 1, 2, 3, comme ça on saura quelle est la couleur qui est écrite à quel... Voilà, il y aura 5 sous-groupes, vous serez une dizaine par sous-groupe. Quelle est la photocopie qui n'est pas en couleur? C'est celle la plus près? Oui. Et vous êtes branché dessus? Attendez, je vais juste... Alors, attendez, on va couper à nouveau vos micros parce que... Hop là, c'est bon. Voilà, parfait. OK. Voilà, donc il y a tout qui est écrit avec les tours de table, le temps à peu près imparti par tour de table. On vous propose une pause après les 3 premières questions. Vous pouvez les choisir ensemble. C'est entre vous les pauses, vous restez dans votre sous-groupe. Et hop. Et voilà. Et en effet, si vous avez quelques questions qui soient, vous pourrez demander de l'aide dans vos sous-groupes. Et même sans ça, nous, on passera avec Alice dans les sous-groupes pour voir si tout va bien. Alors, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et on va vous envoyer dans vos salles. Vous serez entre 6 et 10 à ce que je vois. Voilà. Et bien, écoutez, on vous souhaite un bon atelier. On reste disponible et on vous dit à tout à l'heure. Tu peux y aller. Tac. Voilà, les sous-groupes se constituent. Donc là, vous allez être chacun vous retrouver à une dizaine virtuellement. La magie de la technologie. Moi, je suis assez stupéfaite, mais positivement. Voilà, super. Vous êtes donc invités à rejoindre vos sous-groupes. Formidable. Vous pouvez cliquer sur « Rejoindre ». Normalement, à l'écran apparaît un message qui dit « Rejoindre le groupe ». Alors, Marion et Athanase, si vous voulez, on vous met dans des groupes. Oui, je ne vous ai pas encore affecté, Marion et Athanase. Est-ce que vous souhaitez aller dans des sous-groupes? Ok, super. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai des volontaires qui m'attendent en bas je vais leur déposer des trucs. Et puis après, je repars. Ma femme m'a un peu engueulé ce matin, elle m'a dit qu'il fallait que j'aille faire les courses. Donc, je suis désolé. Et Marion, tu mets dans un groupe? Ok, c'est bien. Alors... Marion, je vous ai mis un petit message. Ça serait bien qu'on se parle. C'est super ce que vous faites. Bravo. Alice, c'est super. Bravo. Franchement, j'ai reçu. Je suis à 28 SMS. Ah, superbe. Parfait. Ouais, tu vois, voilà. À bientôt. Merci. À très, très vite. Bon courage.
Anne-Chantal, est-ce que vous voulez de l'aide pour rejoindre le groupe? Je vois qu'il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas arrivés dans leur groupe. Édouard, Anne-Chantal. Ah bah, c'est le 5, c'est normal. Nous, on pourra rejoindre après. Édouard, Anne-Chantal, est-ce que vous avez besoin d'aide? Attendez, je vous mets les micros. Anne-Chantal, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Et Édouard, tu peux désactiver, tu peux activer le micro. Édouard, est-ce que vous nous entendez? Alors, le micro n'est pas activé, donc on ne peut pas savoir ça. Je ne peux pas, c'est bizarre. Et Chantal, vous avez besoin d'aide? Monsieur ou Madame Aubaton aussi. On va bientôt aller rejoindre des sous-groupes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, Anne-Chantal et Édouard, et aussi à Aubaton. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour rejoindre votre sous-groupe? Et l'enregistrement se remet en marche. Nous remettons l'enregistrement. Ensuite, je n'avais plus qu'un rêve à écrire pour les autres. Ah, ben, vous pouvez encore l'écrire. Mais non, parce que je n'ai pas eu le temps de l'entendre. Ah. En petit groupe, je n'ai pas eu le temps de l'entendre. Ah, pardon. L'alerte de 7 secondes, c'est vraiment court. Hein. Ah, pardon. Mais vous allez voir que vous allez... Enfin, il y a une piste de repli pour écrire encore les rêves en retard. Parce qu'on ne voudrait pas quand même frustrer les gens de n'avoir pas pu assez rêver. C'est suffisamment rare pour qu'on laisse l'espace. Alors, je crois que quasiment l'ensemble des participants est arrivé dans la salle principale. Super. Alors, écoutez, en tout cas, on voulait d'abord, on espère que chacun et chacune a pu s'exprimer, rêver, réfléchir collectivement, qu'il y ait une bonne émulation collective. Ce qu'on voulait dire d'abord en premier lieu, c'est d'abord vous remercier tous et toutes, vous dire qu'on avait trouvé que vous en êtes super bien sortis, alors en dépit de petits problématiques techniques, mais qui ont été réglées dans la joie et la bonne humeur, dans un bon état d'esprit, sans stress et sans problème. Donc, on voulait le souligner parce que voilà, l'état d'esprit de tous les groupes, très positif. Première chose. Deuxième chose, on a un tout petit peu de temps. Moi, ce que je voulais vous proposer, on est tous en grand groupe. Chacun, normalement, a pu prendre le temps personnel d'exprimer un rêve. Je voulais peut-être proposer de façon un peu spontanée, ce n'était pas dans le déroulé, mais à 2 ou 3 d'entre vous, en grand groupe, pouvoir exprimer un rêve. Alors, celui ou celle qui se sent de prendre la parole, voilà, je la lui donne. Il faudra juste mettre le micro. Voilà, il faudra juste mettre votre micro et peut-être on peut prendre 2 prises de parole, comme ça c'est pour l'émulation collective. Est-ce que l'un ou l'autre a envie d'exprimer
devant l'ensemble des participants son rêve? Sinon, je vais faire un désigné volontaire. Ou alors, Alors, à la salle Saint-Cloud, on veut bien vous dire un peu le rêve qu'on avait. Alors, on a eu de la chance parce qu'on a pu débattre vraiment sur aussi la ville de la salle Saint-Cloud parce qu'on est tous de la même ville. D'accord. Eh bien, allez-y, on vous laisse exprimer un rêve alors. Alors, on a pris le thème des quartiers. Et je pense que le rêve qu'on a eu, c'est vraiment d'être capable dans chaque quartier, de pouvoir dire des vrais bonjours et pas des bonjours automatiques où finalement on cherche pas à avoir la réponse au bonjour. Donc des vrais bonjours pour savoir comment vont les gens. Et bonjour Romaric. Bonjour. Bonjour. Et le rêve, c'est évidemment de créer de la solidarité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Blaise? Il y avait un rêve qui était de recréer du lien entre voisins qui soit pas un lien de crainte et de conflit, de voisinage, et qui soit un lien de solidarité. Donc ça au sein du quartier. Et puis entre les quartiers, puisque la salle Saint-Cloud, c'est une ville qui est assez diverse au niveau des quartiers, qu'on puisse créer une solidarité entre quartiers, sur lequel on a peut-être été moins concret sur l'exécution, mais sur lequel il y a quand même quelque chose d'important à faire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne, une femme, puisque un homme s'est exprimé, on va donner la parole à une femme. Est-ce qu'une femme dans les participants veut exprimer son rêve, le partager avec nous? Allez, moi je veux bien. Allez-y. De Trieste. Dans notre groupe, on a beaucoup parlé de solidarité au sein du quartier. Et moi, un de mes rêves serait qu'il y ait aussi des partages matériels de biens, parce que ça peut être la voiture, ça peut être des équipements que l'on a, parce qu'on va dans le sens de la sobriété heureuse. Merci, vous avez tout à fait raison et je pense que c'est très concret, ça peut inspirer beaucoup d'entre nous dans des pratiques quotidiennes. Alors, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est Manon, qui est l'animatrice technique, et heureusement qu'elle est là, merci Manon, va mettre un sondage en ligne. Vous allez être invité donc à voter en ligne pour vos 3 propositions. Donc, ça va prendre 30 secondes. C'est les 3 propositions que vous aviez déjà hiérarchisées dans vos groupes. Mais là, on va faire une synthèse informatique très rapide, ce qui va permettre en fait d'avoir la vision d'ensemble. Voilà, donc le sondage va apparaître à l'écran. Normalement, vous devez le voir. Ça y est. Très bien. Donc, on vous invite, parfait. On vous invite donc à cliquer sur 3 propositions, voilà, les 3 propositions qui vous paraissent les plus prioritaires. Ah ben voilà, formidable, vous êtes en train de le faire. Parfait. Allez, je regarde juste, voilà. Toc. Toc. 3 propositions, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. 3 propositions, ça va nous donner un aperçu sur l'ensemble des participants. Alors, OK. Donc là, on a combien de votants? 66% de votants. 72% de votants. Alors, quelques personnes, voilà, on se rapproche des 100% de votants. On vous laisse encore un petit peu de temps. Les hommes politiques seraient jaloux. Le taux de participation, ah bah oui, ça je vous confirme, mais par ailleurs, en tant qu'élu local, oui, je suis sensible à cet enjeu de taux de participation. C'est vrai, voilà, on va avoir un taux de participation soviétique, on arrive à 89%. C'est une petite boutade, bien sûr. Très bien, donc l'ensemble a quasiment terminé. Et d'ailleurs, je pense que vous voyez en direct, hein, c'est ça ce que donne le vote? C'est nous qui voyons en direct. C'est nous qui voyons en direct. Donc, on va vous en faire la restitution. Il reste peut-être quelques personnes qui n'ont pas voté. Ouais. OK. Alors, ce qui ressort de ce que vous avez exprimé, finalement, ce n'est pas trop surprenant dans le cadre des semaines sociales, mais enfin, ça confirme une tendance qui nous ressemble.
Le premier item dans les rêves qui ressort, c'est l'enjeu de la mixité sociale, de davantage de mixité sociale dans nos villes. Le deuxième enjeu qui ressort assez fort, c'est la vie de quartier, le voisinage, les solidarités. Vous exprimez, et vous l'avez exprimé dans des rêves, on est passé un peu dans tous les ateliers virtuels, écouter vos réflexions, et ça ressortait effectivement beaucoup. L'enjeu de quelle solidarité concrète on arrive à instaurer dans nos vies de quartier avec nos voisins. Le troisième enjeu qui ressort assez fort, c'est l'enjeu de la beauté de la ville et de l'aménagement de l'espace public. Je pense qu'on peut se dire, ça faisait écho aussi aux présentations d'Agnès Brault et de Marion tout à l'heure sur voilà, la ville, c'est pas qu'un tas de pierres, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, quelle place on laisse à la beauté dans la ville, pour la beauté qui élève chacun d'entre nous. Et donc, voilà, il y a cet enjeu qui ressort fort. Et puis ensuite, donc ça, c'était les trois qui ressortent le plus fortement. Et ensuite, viennent l'accessibilité aux services publics et de santé, la question de l'urbanisme qui sait évoluer, avec voilà, comment on repense les usages de la ville aussi, la question de la place des voitures, l'évolution des mobilités, les transports publics arrivent ensuite. En revanche, alors viennent ensuite les enjeux à égalité de mixité générationnelle et d'offres culturelles et sportives. Vous êtes assez peu à évoquer la question, voire très peu, à évoquer la question de l'offre commerciale dans les villes. Donc, vous n'en faites pas, en tout cas, voilà, dans les priorités, ça n'apparaît pas en premier. Voilà donc ce qui ressort du sondage. Alors, merci d'avoir pris le temps dans le Framapa de développer. On va prendre le temps de mouliner tout ça, d'en faire des synthèses, de le lire en détail. Et évidemment, le but pour les semaines sociales, au travers, vous l'aurez compris, vous avez participé à l'atelier de la ville désirable, mais il y avait aussi un atelier en même temps sur le travail, sur la consommation, sur la citoyenneté, et j'en oublie un. Et à travers la synthèse de tous ces ateliers, de tout ce que vous avez pu échanger et partager, bien sûr, on fera une synthèse générale qui aura vocation à nourrir le débat, en tout cas apporter une contribution des semaines sociales au débat public, notamment dans le cadre des futures élections présidentielles. Voilà, et ce qu'on va vous proposer avant de nous quitter provisoirement pour aujourd'hui, puisque évidemment, vous le savez, vous êtes invités à suivre toute la journée de demain, soit en présentiel à Versailles pour celles et ceux qui le peuvent, soit en visio pour celles et ceux qui ne le peuvent pas. On va vous inviter à remplir ce qu'on appelle dans le jargon numérique un Google Form, c'est-à-dire un document en ligne assez simple. L'idée étant, alors est-ce que tu peux le faire apparaître à l'écran, Manon? Oui, comme ça chacun d'entre vous va pouvoir le voir. L'idée, c'est aussi que vous puissiez exprimer ce que vous aimeriez qu'on prolonge dans les débats, dans les semaines sociales. Alors, vous avez été… Donc, les trois questions sont les suivantes. Elles vont apparaître. Première, vous avez participé à l'atelier « Quelle ville désirable ?» Pouvez-vous nous écrire votre rêve à l'issue de cette matinée? Question 1. Question 2, si vous avez d'autres rêves, même non liés à la thématique de l'atelier, vous pouvez nous les transmettre. Question 3. Quel thème évoqué aujourd'hui souhaiteriez-vous que les semaines sociales approfondissent en organisant par exemple une webconférence? Et vous avez été plusieurs à exprimer le fait que l'intervention d'Agnès Brault, par exemple, qui était assez éclairante avec la figure de Giorgio Lapira, était trop courte. D'autres ont exprimé d'autres souhaits. Donc, c'est l'endroit où vous pouvez dire voilà, ce que vous aimeriez qu'on approfondisse aux semaines sociales.